Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs, pour ce webinaire OPSWAT au sujet de la sécurité des plateformes agréées, donc qui sont les plateformes qui vont être utilisées pour tout ce qui est lié à la facturation électronique. Merci de nous rejoindre. Donc, je m'appelle Benoît de Vigelère, je suis avant-vente chez OPSWAT en France, en charge du secteur privé et public. Voilà, donc la réforme de la facturation électronique en France, donc réforme un petit peu ancienne maintenant, puisque la loi de finances l'avait présentée en 2020. Donc le but, c'est de faire transiter les factures électroniques de professionnel à professionnel, donc tout ce qui est B2B, à travers des plateformes agréées. Donc, ces plateformes agréées, en fait, elles sont. Donc, il y a des candidats qui sont publiés sur le site de la DGFiP. 136 plateformes sont actuellement candidates, sachant que, eh bien, en fait, c'est à peu près 2 milliards de factures B2B qui sont émises chaque année, donc qui, à partir finalement du 1er septembre 2026, devront passer à travers ces plateformes agréées. Donc, l'État ne fournit pas de plateforme d'échange, donc c'est directement les sociétés privées qui sont en train de préparer ces plateformes. Et donc, dans un premier temps, 1er septembre 2026, toutes les entreprises ont l'obligation de pouvoir recevoir des factures électroniques et les grandes entreprises ont l'obligation de les émettre au 1er septembre 2026, là où les autres entreprises, donc les petites entreprises et moyennes entreprises, auront l'obligation de les émettre une année plus tard, au 1er septembre 2027. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est chiffre. Donc effectivement, on s'approche très rapidement de la première deadline, donc qui est la mise en place de ces plateformes pour pouvoir traiter les facturations électroniques des entreprises. La DGFiP a publié, je vous ai mis le lien, l'architecture suivante. Donc, il y a eu plusieurs échanges, plusieurs discussions sur l'architecture cible. Donc, sachez que c'est celle-ci qui devra être montée. Donc, on a à gauche et à droite les fournisseurs et les acheteurs. Et donc, quand ce sont des entreprises, ces fournisseurs et ces acheteurs, enfin, les fournisseurs vont émettre des factures à destination des acheteurs et donc vont pour cela les mettre à disposition sur la plateforme agréée avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler. Et la plateforme agréée qui reçoit cette facture va contacter le service central de la DGFiP pour avoir accès à l'annuaire des entreprises et connaître donc justement les plateformes agréées qui sont en relation avec ces entreprises afin de pouvoir ensuite router cette facture vers la plateforme agréée destination qui elle-même remettra son client, donc l'acheteur. En parallèle de ça, en fait, tout le but, c'est de pouvoir informer l'État des données de facturation telles que typiquement la TVA. C'est le service central qui, en gros, sera en copie des échanges et pourra collecter les informations liées à la TVA. Donc, voilà. Donc il n'y a pas finalement de plateforme agréée étatique. Les plateformes agréées sont des entreprises privées qui vont mettre ces services à disposition. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc là, on est en train de parler d'informatique, donc on va échanger des fichiers. Le socle minimal tel que présenté par la DGFiP représente, en fait, impose de pouvoir supporter 3 formats de fichiers différents. Donc les 2 premiers sont des fichiers XML et le dernier, qui est plus intéressant, puisque c'est un fichier PDF avec des données XML intégrées. Donc c'est le fameux format FactureX, avec l'avantage finalement d'être lisible par tout le monde. Il suffit d'ouvrir le PDF, on voit le PDF. Et quand on a des outils un peu avancés, on peut aller voir à l'intérieur la data XML, qui est en fait tout simplement la data XML de la deuxième ligne en format CFACT. Et ce qui est intéressant avec ce troisième format, c'est que en fait, c'est le même format que chez nos voisins allemands, qui s'appelle Zuckferd. Ce format-là, qui est aussi en place depuis quelques temps maintenant en Allemagne. La petite différence avec l'Allemagne, c'est que les entreprises s'échangent directement
les fichiers FactureX, Zuckfred pour eux, d'entreprise en entreprise sans passer par des plateformes, là où en France, on a décidé de centraliser les échanges à travers ces fameuses plateformes agréées. De la même façon, en Allemagne, l'État ne semble pas collecter les informations des factures, là où effectivement c'est le rôle justement des plateformes agréées de rediriger les flux vers les services de l'État. Voilà, donc on a vu la partie technique, informatique, échange de fichiers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour être une plateforme agréée, eh bien, en fait, la DGFiP demande un certain nombre d'engagements de la part des plateformes. Donc, ils sont l'ISO 27001, les règles de confidentialité type RGPD, que les hébergements se fassent en data center européen et que si c'est un sous-traitant hébergeur, que ce soit un data center de type Secnum Cloud. Demande également qu'il y a des engagements d'interopérabilité technique entre différentes briques de la solution, ainsi que l'usage d'un protocole de communication sécurisé. J'ai ajouté à ça puisque légalement parlant, les plateformes auront la nécessité de stocker les factures de 4 à 10 ans, de 6 à 10 ans en fonction des règles applicables. Donc ça, c'est ce que couvre l'accréditation plateforme agréée. Je vous ai mis le lien en bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces accréditations, ces règles-là, finalement, ne traitent aucunement de la sécurité, à part sur la partie protocole de communication sécurisée. Donc, là où effectivement se pose la question, c'est qui finalement va être chargé de vérifier la sécurité des contenus échangés, puisque finalement un acheteur va produire, enfin un fournisseur va produire des factures qui vont être partagées ou uploadées, on va dire, sur leur PA, et ces PA vont échanger avec les autres PA ces factures. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui nous garantit que ces documents ne contiennent aucun risque, donc que ce soit des fichiers XML, donc avant, ou des PDF, donc avant que le fichier n'arrive dans la PA, et donc quelque part qui sont intégrés, qui sont ingérés dans un ERP, qui vérifie que les PDF ne contiennent, enfin, quelles sont les données XML qui sont embarquées dans chaque PDF, savoir s'il n'y a pas de danger derrière chacune de ces données, et également, eh bien, qui va surveiller régulièrement, va analyser régulièrement les données archivées, puisque ces factures vont être stockées de 6 à 10 ans. Et donc, il faut se poser la question de savoir si une donnée qui a été stockée il y a 2 ans ne va pas devenir dangereuse à la vue des évolutions des recherches en informatique. Donc là, typiquement, on parle de malware ou de ransomware qui serait dormant dans l'architecture d'archivage. Donc en fait, ce qu'il faut savoir également, c'est que finalement, de plus en plus de malware se partagent à travers les fichiers, et en particulier à travers les PDF. Donc effectivement, le PDF, c'est le 3e vecteur de fichiers malveillants actuellement, donc ce qui n'est pas anodin. On constate depuis l'invention de l'informatique, finalement, la propagation des malwares a évolué. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur des malwares qui se propagent à travers des fichiers bureautiques, donc typiquement type Microsoft Office ou des PDF. Donc ça, effectivement, on est en plein dedans actuellement. Et donc, j'ai identifié quels seraient, aujourd'hui, comme les PA ne sont pas encore en production, on n'a pas encore d'attaque de PA. Néanmoins, on peut imaginer assez facilement, puisque ce sont des fichiers XML, puisque ce sont des fichiers PDF avec du XML embarqué, quel serait le type d'attaque qu'on pourrait avoir sur les PA. Donc, on voit typiquement que sur l'XML, eh bien, typiquement, même le deuxième, c'est une injection dans un logiciel de facturation qui a eu lieu. Donc, typiquement, ce genre de données a déjà montré effectivement
sa capacité à faire tomber un système. Donc sur la partie XML, donc que ce soit l'UBL ou CI, c'est un peu la même chose. Donc on peut considérer que les menaces sont exactement les mêmes. Et sur la partie FactoryX, eh bien, on va ajouter finalement à la partie XML, mais à toutes les failles habituelles du PDF. Et donc, alors, je vais mettre en avant le premier. Ce qu'il faut savoir, c'est que FactoryX est un PDF de type A3. A comme archivage. Donc, ces PDF de type A3 ne doivent pas, ne supportent pas d'avoir des contenus JavaScript. Donc, normalement, un FactoryX ne peut pas contenir de JavaScript. Donc, la question, c'est oui, mais est-ce que les PA vont bien refuser des fichiers PDF qui seraient non conformes à la règle? Donc voilà, là, il va falloir s'en soucier d'un côté. Donc le premier et le deuxième, avec une sévérité de 10, donc qui est relativement élevée, eh bien, c'est typiquement une injection XXE dans un XML, dans un PDF. Donc, on est exactement dans le cas de ce qu'on pourrait avoir sur un fichier FactoryX et qui aurait la possibilité finalement de profiter des failles, des vulnérabilités du module Apache Tika, sachant que le module Apache Tika est probablement celui qui sera le plus employé dans les PA, puisque c'est un module qui vérifie la conformité des fichiers XML. Donc, tout ça, en fait, vont finalement être des vecteurs qui vont pouvoir menacer les PA, sachant qu'on parle de l'économie de la France. Donc, on considère que ce sont des infrastructures critiques, et c'est en ça que OPSWAT est légitime. Alors, nous, on va se poser la question comment on va pouvoir décontaminer ces données afin de les rendre le moins possible dangereuses pour les plateformes. Donc, on a la possibilité justement de valider les fichiers, leur format. Tout à l'heure, on parlait du XML. Donc, typiquement, on va pouvoir vérifier est-ce que le XML est bien conforme au fichier template qu'il doit respecter. Donc le fichier XSD, je vous le montrerai tout à l'heure, on a la possibilité de vérifier ça. On a la possibilité de retirer tous les contenus qui ne devraient pas s'y trouver. Donc on va le voir aussi tout à l'heure. Et voire de régénérer complètement le contenu en partant d'une feuille vierge, en prenant les éléments qu'on va trouver dans le fichier d'entrée. Donc les différentes attaques, on les a vues tout à l'heure rapidement, il y en a tout un tas d'autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas dans le PDF, c'est pas le PDF qui est dangereux lui-même, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre dans le PDF qui va être dangereux. Donc la question, c'est de savoir comment retirer toutes ces pièces si elles ne sont pas nécessaires à l'acheminement de la FactoryX jusqu'à son destinataire. D'ailleurs, c'est deux destinataires, que ce soit l'acheteur ou que ce soit les services de l'État. Voilà, donc là, je reviens un petit peu sur qu'est-ce que peut faire DeepCDR. Eh bien, on va pouvoir retirer des liens, on va pouvoir retirer des macros, on va pouvoir retirer des objets inclus, des objets embarqués dans les PDF. Parce qu'effectivement, un PDF peut contenir d'autres objets, des PDF, des zip, des images, on va pouvoir les retirer. Et un point également qui fait toute la force d'OPSWAT, c'est que si on applique un seul antivirus à la recherche de menaces sur un fichier, eh bien, vous avez là sous les yeux les différents tests faits. En moyenne, on est sur un taux de capture de l'ordre de 40%. Certains antivirus sont bons sur certains vecteurs, d'autres meilleurs sur d'autres vecteurs. Donc là, vous voyez, dans l'exemple qu'on a sous les yeux, on a un antivirus avec un taux très très faible et un autre avec un taux très très bon. Mais c'est pas stable, c'est-à-dire que c'est pas toujours le même qui est le meilleur. Sinon, le plus mauvais ne serait déjà plus sur le marché depuis longtemps. Mais chacun a un peu sa spécialité en fonction de tout un tas de choses. Ça peut être la provenance géographique, ça peut être le type de vecteur, ça peut être plein de choses. Donc là, typiquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un seul antivirus, on peut considérer que ce n'est pas suffisant, surtout si on a pris le mauvais, mais sachez juste que la moyenne se situe autour de 40%. Donc, un seul antivirus n'est pas suffisant pour pouvoir se considérer en sécurité.
Donc, ce que va proposer HubSpot, c'est, pour sécuriser ces flux, c'est la plateforme MetaDefender. Qu'est-ce que la plateforme MetaDefender? Eh bien, ça va être des moteurs antivirus, avec en plus des moteurs antivirus, des fonctionnalités de sandboxing, de CDR, donc des assemblages, réassemblages de contenu. On a la possibilité de faire plein d'autres choses, mais on va se focuser sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui avec les plateformes agréées, dans le sens où ce qui va nous intéresser, ça va être le multiscan, qu'on appelle le Metascan, et le CDR. Ensuite, derrière ces deux moteurs, on a des points d'entrée. C'est-à-dire que comment arrive le fichier sur la plateforme? Bien, il va arriver par des API web, il va arriver peut-être par des copies de fichiers type CFT, SFTP, MFT. Et donc, on va se poser la question, comment on va pouvoir attraper ces flux sans perturber ou sans devoir réinventer la plateforme. Donc, la plateforme de l'APA. Donc, l'idée, c'est qu'on va s'intégrer nativement avec certains composants qui sont déjà dans l'APA. Donc, type par exemple, avec le protocole ICAP, on peut s'intégrer avec pas mal d'équipements réseau. On va les lister tout à l'heure. Une fois que le fichier est arrivé sur la plateforme, qui va être archivé pendant 6 à 10 ans, on va se poser la question, comment on va faire pour s'assurer que ces fichiers stockés ne sont pas dangereux. Donc, on va pouvoir les scanner à l'entrée, mais on va aussi pouvoir les scanner avec la partie Storage File Security, ce qu'on appelle la trust, c'est-à-dire là où il est stocké sur son espace de stockage. Donc, on va se focuser sur ces trois briques-là, Core étant le nœud central de scan et ICAP et Storage Security étant les points d'accroche qui permettent de récupérer le fichier de là où il est. Donc, nous avons et nous proposons pour ce type de plateforme les deux intégrations. ICAP d'un côté. Donc, l'avantage d'ICAP, c'est que c'est un protocole reconnu et connu sur le marché, sur lequel on va pouvoir connecter des équipements réseau. Donc, que ce soit la plupart de nos clients utilisent des load balancers, des WAF, des proxys, des reverse proxy, eh bien, on va pouvoir, à travers ICAP, se connecter sur ces équipements-là. On a aussi la possibilité, à travers ICAP, de se connecter sur des MFT, les MFT du marché. Donc souvent en France, on croise Axway, Fortra, IBM Sterling, il y en a d'autres, peuvent aussi nous appeler à travers ICAP. Ça veut dire que eux vont pouvoir gérer le processus de déplacement de fichiers ou de réception de fichiers sur une plateforme et vont pouvoir faire des appels ICAP pour validation vers notre plateforme MetaDefender Core. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, j'étais un petit peu vite sur le slide précédent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme MetaDefender Core est disponible on-prem, donc vous la déployez chez vous, donc complètement autonome, indépendant. Bien sûr, il y aura des mises à jour qui auront lieu pour toute la partie signature antivirale, des moteurs, etc. Mais c'est votre propre data center, c'est vous qui décidez ce que vous y mettez, vous êtes dépendant de rien du tout. On a aussi la possibilité de l'avoir au format cloud, ce qui s'appelle l'offre MD Cloud, où vous faites des calls API vers notre offre SaaS. On a donc finalement les deux premiers vecteurs ICAP, et on a aussi la possibilité, via du scripting, de s'intégrer directement dans les serveurs SFTP courants du marché. Ça à travers ICAP ou à travers notre REST API native. Sur la deuxième intégration, qui est directement le scan de la donnée au repos. Donc l'idée, c'est qu'une donnée qui peut avoir été analysée la semaine dernière pourrait avoir été considérée comme saine la semaine dernière, parce que peut-être justement on était sur un contenu de type 0D, mais peut-être que les signatures antivirales s'étant mis à jour, ces données devraient être considérées comme malveillantes aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de scanner régulièrement les données là où elles sont archivées. Donc on peut le faire avec notre module MDSS, soit sur des stockages fichiers, soit sur des stockages objets, que ce soit sur du stockage on-prem ou du stockage cloud. Voilà, donc ça, c'est les deux possibilités qu'on a de scanner le fichier, soit à l'entrée, soit au repos. Là, on va pouvoir zoomer un petit peu sur qu'est-ce que ICAP Server. Donc, ICAP Server, c'est un logiciel
qui a pour but principal de répondre à des requêtes API de type ICAP et de les transmettre vers notre plateforme d'analyse MetaDefender Core qui va analyser, traiter. On a la particularité, tout à l'heure on reparlera encore un petit peu dans le détail de la partie Deep CDR, de pouvoir nettoyer un contenu. Et donc, avec ICAP, on a la possibilité, en plus de dire ce fichier dangereux ne doit pas transiter, on a la possibilité aussi de modifier le fichier pour retirer les contenus qui n'ont pas y être. Donc, on pourrait très bien dire ce fichier n'est pas conforme à la norme XML telle qu'elle devrait être appliquée. Eh bien, on va la nettoyer, la remettre en ligne et peut-être la remplacer sur la cible. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire, y compris quand on utilise ICAP. Ici, je vous liste un petit peu les différentes intégrations qu'on a via ICAP. Donc, typiquement, tout à l'heure, je vous parlais de F5, de NGX, qui sont deux gros vecteurs de type réseau de nos solutions à travers ICAP. On a aussi des intégrations avec Fortinet, et avec d'autres acteurs que vous voyez là, et d'autres, puisque ICAP, c'est vraiment un standard du marché. La partie Storage Security, vous voyez dans la capture d'écran à droite les différents types de stockage supportés. Donc, on a la possibilité de scanner des buckets S3, des buckets Google, des buckets Azure, pour tout ce qui est stockage objet cloud. Alors, mais on a aussi aujourd'hui maintenant une validation avec le Scality, donc pour tout ce qui est stockage objet type Scality, et n'importe quel type de stockage objet on-prem S3 type Minayo, etc. Après, sur les fichiers, on a le support de tout un tas de serveurs de fichiers aussi, donc dont du Dell, par exemple. Alors, tout à l'heure, j'ai expliqué qu'un antivirus n'était pas suffisant. On a vu les taux de détection sont pas en moyenne excellents. Eh bien, c'est pour ça que nous, HubSpot, proposons du multiscanning parce que un seul antivirus n'est pas suffisant. Donc là, typiquement, on a une capture d'écran et je vous en montrerai tout à l'heure sur la partie démo avec certains antivirus qui n'ont pas détecté le malware qui a été détecté par d'autres. Donc ça, c'est assez fréquent donc sur les plateformes de scan, de des fois avoir des antivirus qui ne détectent pas certaines menaces qui éventuellement pourraient être évidentes, mais vraiment, chaque antivirus a sa spécialité, même les plus renommés du secteur. Donc, il n'y a vraiment pas d'exception. Et c'est pour ça qu'on fournit des bundles avec un certain nombre d'antivirus et chacun des bundles dispose de ses particularités, de secteur géographique, de préférences sur les types de menaces détectées. Donc on a des bundles où on voit finalement pour s'approcher d'un catch rate de 90% et pour le dépasser, il faut mettre un certain nombre d'antivirus. On ne peut pas s'arrêter à 2 antivirus pour être suffisamment efficace. Et maintenant, donc après la partie scan, de savoir finalement est-ce qu'un fichier contient une menace, la deuxième question, c'est qu'elle contient une menace ou pas. Il faut aussi qu'on se protège contre le 0D. Donc l'idée du 0D, c'est de désassembler un fichier, d'en prendre uniquement les données utiles et de le régénérer. Donc c'est ça le principe du Deep CDR. Donc on va prendre par exemple le PDF. Le PDF type FactoryX a certaines choses obligatoires, d'autres optionnelles. On va pouvoir choisir d'extraire ces données-là et de les régénérer dans un fichier FactoryX cible. Donc à partir du moment où il sera régénéré, on est pratiquement sûr de ne pas transmettre des artefacts qui auraient pu être dangereux si on prenait le fichier d'origine. On va pouvoir faire ça sur tout type de contenu, par exemple dans un PDF. Donc, est-ce qu'on laisse une image, est-ce qu'on laisse une macro, est-ce qu'on laisse un lien dans un PDF? On va pouvoir le choisir à chaque fois. Donc l'avantage d'utiliser HubSpot, à la fois pour la partie multiscan, pour la partie CDR, mais aussi par exemple pour la partie conformité des fichiers XML et des fichiers FactoryX, c'est qu'une seule plateforme, la nôtre,
peut permettre d'adresser tous ces besoins. Donc de dire, on va analyser les 3 formats de fichiers tels qu'ils sont obligés sur les plateformes agréées, et on va pouvoir les sanitiser, les nettoyer. On va pouvoir mettre ça dans un data center on-prem, déconnecté d'Internet si on le souhaite, alors, ou pas, pour les mises à jour, pour l'interconnexion avec les autres PA. Et on va pouvoir assurer aussi euh, la privacy des fichiers. Ça, c'est aussi un grand point. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'éditeurs antivirus n'assurent pas la, la, les fichiers analysés contre le fait ces fichiers-là ne soient pas utilisés pour autre chose. Eh bien, c'est le cas d'Opswat. Hein. Les fichiers analysés ne sont pas partagés avec quiconque. Voilà, je vais pouvoir passer à la partie démo. Je vais vous montrer mon écran. Hop. Et on va regarder la plateforme telle qu'elle se présente. Toc. Vous voyez maintenant, c'est la page d'accueil de MetaDefender Core. J'ai ici un partage web. Hein, donc j'ai déployé un Nextcloud qui est protégé par un F5. Et donc, eh bien, on va voir qu'est-ce que je fais. Par exemple, si j'upload des fichiers dessus. Par exemple, je vais prendre un PDF. Hop, je vais uploader un PDF. Eh bien, le fichier il est uploadé sur la plateforme. Et bien, en fait, entre mon poste et l'application web Nextcloud, j'ai un load balancer F5 qui va faire le rôle de WAF. Et sur ce rôle de WAF, j'ai ajouté le scan à travers ICAP. Donc là, il s'avère que ce fichier-là a été autorisé à être déposé. Je vais vous montrer rapidement ici. Hop, processing. Mon fichier qui a été analysé, il est là, circuit de transmission des factures et des données. Ça, c'est le fichier tel qu'il est expliqué par la DGFIP. Donc, si je regarde un petit peu l'analyse, il y a eu 20 ans antivirus qui ont analysé ce fichier-là. Voilà tous les fichiers qui ont été, enfin, tous les antivirus qui ont été invoqués. Donc, aucun n'a trouvé de menace. Et ce fichier-là contenait 3 objets inutiles. Donc, ce PDF a été nettoyé de 3 fichiers inutiles et à la fin, le fichier a été déposé sur ce partage web. Donc, ça, c'est un fichier sain. On va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe avec un fichier de type FactureX. Donc, je vais prendre, donc sur le site de la DGFIP, on peut récupérer des exemples de fichiers FactureX. Je vais prendre des fichiers FactureX. Alors, je vais en prendre quelques-uns. Hop, je vais en prendre 5 au hasard, 5, 6. Hop, je vais les déposer. Et donc, j'ai pris quelques fichiers et on va regarder ces fichiers de FactureX, comment ils sont analysés. Donc là, coup de chance, ils sont tous arrivés. Il n'y en a pas qui ont été bloqués. On peut supposer que les exemples de la DGFIP ne contiennent pas de menaces. Et donc, si je regarde, pareil, 20 ans d'antivirus, aucun n'a trouvé de menace. Et il y a le fichier FactureX a été en fait, on voit le contenu XML à l'intérieur du fichier PDF, on le voit là, et on l'a nettoyé. Donc, on a laissé passer, on a reconstruit le PDF avec un contenu XML nettoyé. Donc, ça, c'est pour ce fichier-là. Et j'ai quelques exemples d'habitude où je vais trouver où dans les factures, il y a des fois des bons de livraison. Alors, on n'a pas de bol, je ne les ai pas. Attendez, je vais uploader encore d'autres fichiers. Ça devait être dans les 2 derniers, probablement. Je pensais. Donc, je upload 4 autres. Il y a 56 exemples sur le site de la DGFIP. Vous pouvez télécharger. On va regarder. Hop, refresh. Encore un. Voilà, là, il y en a 2. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est que, bien, en fait, dans un fichier facture, dans un fichier FactureX, on a du contenu XML, mais on peut aussi avoir typiquement le scan du bon de livraison.
Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Bien, on a régénéré le scan du bon livraison, on a régénéré la contenu XML avant de le réintroduire dans le fichier Facturix destination. Donc d'ailleurs, ça va me permettre de vous montrer un petit peu à quoi ressemble un fichier Facturix en vrai. En fait, il existe en ligne un validateur de fichiers Facturix. Et bien, si je prends un fichier Facturix n'importe lequel, je l'upload. Donc là, il a validé qu'il était bien conforme. Et ici, c'est le contenu XML qui est représenté à l'écran. Donc là, on voit certaines choses. Et si je vous montre le fichier PDF, hop, donc ça, c'est le fichier PDF tel qu'il s'affiche sur l'écran. Attendez, hop, je vais fermer ça. Voilà. Le fichier PDF tel qu'il s'affiche à l'écran. Et ça, c'est le fichier XML tel qu'il est analysé à l'intérieur. Donc, c'est normalement à peu près la même chose, hein, mais ce n'est pas obligatoirement la même chose non plus. Il peut y avoir plus de détails dans le fichier XML typiquement. Et donc, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être, par exemple, de regarder qu'est-ce qui se passe quand on met un fichier ICAR dans un fichier Facturix. Donc, je vais prendre un fichier que j'ai modifié, dans lequel j'ai mis ICAR. Voilà, il est là. Donc, je vais vous montrer déjà sur la plateforme de validation là, qui va me confirmer que ce fichier Facturix est correct. Donc voilà, il est correct, tout est dedans, donc il respecte bien la syntaxe, il a bien le contenu nécessaire, il me montre bien des choses. Donc ça, c'est un fichier valide du point de vue de Facturix. Mais si j'essaie de l'uploader, je vais l'uploader sur la plateforme, et j'espère que la protection OPSWAT va bloquer le fichier. Donc en effet, le fichier a été bloqué. On va regarder maintenant sur notre console qu'est-ce qui s'est passé. Refresh, il est là. Voilà, donc j'ai uploadé mon fichier Facturix contenant de l'ICAR. Il est noté comme infecté. Donc effectivement, il a été bloqué. Et ça, c'est un point important. Vous voyez, on a 21 antivirus. Mais ce n'est pas les 21 qui ont détecté la menace. Hein. Finalement, il y en a quelques-uns qui ont détecté que c'est de l'ICAR. Or, de l'ICAR, c'est quand même assez courant. Enfin, c'est un test facile, donc il devrait facilement être vu par tout le monde. Mais il peut, suivant la façon dont il est englobé dans le PDF, il peut être un petit peu caché. Certains moteurs peuvent être meilleurs que d'autres pour le détecter. Et donc là, ce qui m'intéressait, c'est la partie Deep CDR. Et je vous disais tout à l'heure, eh bien, on a la possibilité de nettoyer le fichier XML, le contenu XML, de nettoyer par exemple le bon livraison PDF qui était attaché, mais là on a aussi supprimé un objet qui était inutile, et juste pour que vous voyez, un objet qui fait 68 octets, les spécialistes savent que la signature ICAR fait 68 octets, donc là en fait on a retiré ICAR sans s'en préoccuper, sans se poser la question de savoir est-ce que ça c'est quelque chose de dangereux ou pas. C'est le principe de la protection 0D, c'est on nettoie les choses, on retire tout ce qui est inutile, éventuellement actif, pour rendre le contenu le moins dangereux possible. Donc là, ce fichier-là qui a été bloqué, je vais pouvoir, si je veux, le récupérer une fois sanétisé. Donc là, je clique sur Download et je vais le télécharger sur mon PC. Et je vais maintenant à nouveau le réuploader sur la plateforme, puisqu'une fois sanétisé, bien normalement, ce fichier ne doit plus être dangereux. Donc on va... Vous voyez d'ailleurs, ça me fait penser, là je ne l'ai pas vu, hein, mais dans le lecteur PDF, il me montre les pièces jointes. Vous voyez, il me montre que j'ai un fichier, j'ai un contenu XML, donc là il ne veut pas me l'afficher, mais j'ai aussi un bon de livraison. Vous voyez, donc ça directement, dans le fichier Facturix, j'ai accès aux différentes pièces qui sont dedans. Donc maintenant, ma question, ce que je voulais vous montrer, c'est, supposons, je vais prendre mon fichier, voilà, sanétisé, il est là, et je vais l'uploader sur ma plateforme. Là, normalement, si on a bien fait le travail, le fichier doit pouvoir arriver. Voilà, donc le fichier nettoyé est arrivé sur la plateforme cible. Et si maintenant je vérifie, au niveau du scan, refresh, voilà, donc
Le premier scan, c'était celui qui avait été bloqué parce qu'il contenait quelque chose de malveillant. Alors après, tout ça, c'est configurable, hein. On peut dire, s'il contient quelque chose de malveillant, on va le bloquer, sauf si j'ai réussi à le nettoyer, alors auquel cas, je veux stocker la version nettoyée, par exemple sur le stockage cible, des choses comme ça. Donc là, alors qu'effectivement, là maintenant, si je regarde la version qui est arrivée, la deuxième version, eh bien, je n'ai plus la pièce inutile qui contenait finalement le ICAR. Il ne me reste plus que la donnée utile XML et le bon de livraison PDF. Voilà, c'est ça qu'on peut faire. Donc ça, c'était tout pour la partie démo. Ça, je voulais vous montrer un petit peu notre console MetaDefender Core. Là, je vous montre un petit peu les différentes briques qui le composent. Avec là, j'ai mis 22 antivirus, la partie CDR, et puis après, toutes les autres choses qui ne sont pas forcément utiles dans le cadre de la plateforme agréée. Voilà, donc c'est bon pour la partie démo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est du logiciel, donc c'est assez facile à tester. On a aussi, comme je vous disais, hein, la même en format SaaS. Donc si on veut faire des essais directement avec nos API en ligne. D'ailleurs, l'API en ligne et l'API on-prem est très proche. Alors, ce n'est pas exactement la même, mais ça s'y reproche. Donc, on peut imaginer que vous utilisiez l'un et que vous passiez sur l'autre très facilement. Voilà, donc OPSWAT, notre rôle, hein, c'est de sécuriser les infrastructures critiques. Aujourd'hui, ces infrastructures critiques, c'est par exemple OPSWAT, eh bien, en fait, protège 98% des centrales nucléaires américaines. On considère que les plateformes financières sont des plateformes critiques et c'est pour ça que nous avons développé ces solutions-là qui sont tout à fait à même de sécuriser les flux de type FactoryX. Sachez que en Allemagne, ça a déjà été déployé puisqu'ils sont en avance sur la France et c'est d'ailleurs les Allemands qui nous ont poussé à supporter le format Z2I, là qu'on a vu, hein, qui est le contenu XML à l'intérieur d'un fichier FactoryX, donc qui est globalement un fichier FactoryX, c'est la même chose que le fichier allemand qui est déjà pas mal partagé en Angleterre. Donc on a déjà de nombreux clients, on existe depuis plus de 20 ans et on a des partenaires formés, certifiés pour déployer nos solutions et accompagner nos clients dans les intégrations avec les solutions, les architectures déjà en place pour le faire de façon le plus rapidement possible, le plus serein possible. Nous avons également une OPSWAT Academy qui va traiter de tout ce qui est formation des experts cybersécurité, donc pour adresser les différents points de cybersécurité dans les infrastructures critiques que nous adressons. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les indirectement sur le chat. Et si vous êtes timide, vous n'osez pas écrire dans le chat, n'hésitez pas à scanner le QR code qui permettra d'être mis en relation avec nos équipes. Voilà, ce fut un grand plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie et passez une excellente journée. Au revoir.